Barrick Gold va exploiter de nouveau la mine de Loulo-Goungoto, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest. Cela après la signature d'un protocole d'accord avec l'État malien qui met ainsi fin à un contentieux de plus de 2 ans. Reportage à suivre. Après la signature d'accord vendredi dernier qui consiste à ramener à 24 heures le délai de déclaration des citernes d'essence à la douane, le ministre de l'Industrie et du Commerce était sur le terrain hier pour vérifier l'effectivité des mesures prises. À suivre également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 25 novembre. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date marque le début de la campagne des 16 jours d'activisme. Vous aurez des échos du lancement de cette campagne dans l'édition de 20h. Bienvenue à vous dans ce 13h. Je vous l'annonçais, la société Barrick Gold reprend dès janvier prochain ses activités sur le site de Loulo-Goungoto. L'État malien et la société canadienne ont signé hier un protocole d'accord qui met fin à un contentieux de plus de 2 ans. Les bases d'un nouveau partenariat sont ainsi jetées au bénéfice de l'ensemble des parties concernées. Yaya Konati. La fin d'un contentieux qui a duré plus de 2 ans. Les poignées de main sont chaleureuses et les sourires ne sont pas de circonstance. L'État malien et la société Barrick Gold ont enfin trouvé un accord qui permettra le retour du géant minier sur le site de Loulo-Goungoto. L'accord stipule la fin des procédures en cours, l'acceptation par la société de certaines conditions et l'accompagnement de l'État pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Sur la base de cet accord, les litiges, donc les procédures au niveau des finances, et ensuite les procédures qui étaient en cours, qui avaient été intentées par le groupe Barrick au niveau du CIRDI, au niveau du CCGA. Donc toutes ces procédures vont être éteintes. Ensuite, il est important de rappeler que les 2 sociétés vont migrer sur le code de 2023, et ce qui est une excellente chose donc, pour l'État du Mali, mais aussi pour la société, parce que, comme nous l'avons dit, nous mettons tout en œuvre justement pour que la société puisse exploiter en toute sérénité. L'État donc s'engage à procéder au renouvellement du permis d'exploitation de Loulo SA, et ensuite l'État va signer une convention d'établissement avec chacune des mines. Tout est parti en 2023 de l'audit du secteur minier qui révélait au grand jour le peu de profit que l'État malien tirait de son secteur minier. S'en est suivi l'adoption d'un nouveau code minier et d'une nouvelle loi sur le contenu local, texte auquel les sociétés minières étaient appelées à se conformer. L'acceptation aujourd'hui de ces conditions par le géant minier constitue la promesse d'un certain nombre de retombées pour l'économie nationale. Je voudrais avant tout, en tout cas, remercier le président de la transition, le chef de l'État, pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir soutenus pendant tout ce temps, parce que ce n'était pas évident. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord-là qui permet de mettre fin à tous les différends financiers, juridiques, environnementaux et tout, qui permet vraiment de repartir sur de bonnes bases. Je rappelle que les 2 mines étaient sur le code minier de 1991 et qu'à la suite de cette signature, nous allons appliquer donc le code minier de 2023, ce qui nous laisse espérer en tout cas des avantages financiers certains, plus importants. Si nous prenons en termes de TAV, nous pouvons espérer avoir 70 milliards par an de TAV. Si nous prenons l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits, et les droits de timbre, on peut espérer avoir 19 à 20 milliards. Si nous prenons également les dividendes, peut-être c'est autour de 80 milliards de francs CFA par an. La contribution au fonds, les différents fonds miniers, c'est à peu près 20 milliards de francs par an. Et le fait que nous avons une économie à peu près de 20 à 25 milliards sur les produits pétroliers qui ne sont plus exonérés, toutes choses qui font à peu près un impact budgétaire d'environ 220 milliards par an. C'est pour dire l'importance de ce groupe auprès desquels nous nous engageons, en tout cas pour mettre tout en œuvre, pour les accompagner pour la suite. Les autorités maliennes estiment ce protocole d'accord équilibré en ce sens qu'il préserve les intérêts de l'État et des communautés tout en garantissant les droits de l'investisseur. Le représentant de la société Barrick salue ces dénouements heureux. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là aujourd'hui
pour pouvoir procéder à cette signature. Et comme je l'ai eu à le dire, cela a été possible aussi parce que nous avons eu en face un partenaire patient, conscient de ses intérêts. Et nous avons mis du temps parce qu'il fallait peut-être que tout le monde prenne confiance, que tout le monde prenne la mesure des enjeux qui sont là. Et c'est ce que nous avons pu surmonter pour vraiment faire prévaloir l'intérêt de tous pour pouvoir signer cet accord-là. C'était important pour moi également de rappeler que l'État voudrait rester un État qui est très juste, un État qui reste derrière les textes, un État qui réglemente, et un État qui invite les investisseurs et qui voudrait en tout cas faire de telle sorte que les investissements directs étrangers puissent être importants, mais puissent également être bien encadrés par les règles et que ces règles puissent être respectées. En tout cas, nous engageons auprès des dirigeants du Barrick à tout mettre en œuvre pour que vraiment leur exploitation puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Et nous resterons toujours ouverts et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ensemble nous puissions en tout cas poursuivre dans l'intérêt, comme on l'a dit, des actionnaires, des travailleurs, de la communauté autour desquels les mines se trouvent et de toute la population malienne à travers les impacts sur le budget. Une nouvelle phase qui s'ouvre donc pour les deux parties dans un partenariat historique. Après la tenue d'un certain nombre d'engagements de part et d'autre, Barrick prévoit la reprise des activités au niveau du complexe de Loulo-Gounkoto, une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest, dès le mois de janvier 2026. Approvisionnement en hydrocarbures, le protocole d'accord qui consiste à ramener à 24 heures le délai de déclaration des citernes à la douane est en application depuis sa signature vendredi dernier. Le constat a été fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui s'est rendu hier au bureau des produits pétroliers de la douane. On fait le point avec Arjumatina et Gassou Achatouri. Le bureau des produits pétroliers de la douane, qui gère les dédouanements des citernes à l'importation, enregistre la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Quelques jours après la signature du protocole d'accord, ramenant le délai de déclaration à 24 heures au niveau de la douane, Moussa Alassane Diallo a ainsi jugé nécessaire d'entreprendre cette visite pour vérifier si le protocole est entièrement respecté et que l'impact de la mesure se fait déjà sentir. Ce que nous puissions constater depuis la signature du protocole le vendredi 21 novembre 2025, il y a eu 114 citernes qui sont rentrées depuis, et sur les 114 citernes, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Donc nous pouvons véritablement dire que le protocole d'accord est opérationnel et qu'il est en train de produire ses pleins effets. Le protocole dit que toutes les citernes qui rentrent au bureau du pétrole doivent sortir en 24 heures. Donc le délai d'attente des citernes au niveau du bureau du pétrole, c'est 24 heures, contre 72 heures, conformément à la réglementation du Code des douanes. Donc c'est ce protocole qui a été signé pour assurer la vitesse de rotation des citernes, pour assurer donc le fonctionnement normal des stations d'essence. La prochaine réunion d'échange étant prévue dans quelques jours, le ministre Diallo espère que la crise connaîtra son épilogue avant cette date. Il y a des indicateurs qui sont très promoteurs. Au moment où nous venons de constater que le premier convoi de 114 citernes qui est rentré, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Nous coïncidons aussi avec l'arrivée de 200 citernes qui viennent tout juste de rentrer à Bamako sur un stock global de 900 citernes qui est aujourd'hui dans les frontières. Donc véritablement, si nous arrivons à assurer une meilleure coordination de l'approvisionnement des différentes stations, couplée à une lutte acharnée contre la fraude, la rétention et les détournements de stock, j'espère véritablement que nous allons respecter le délai du jeudi prochain pour casser les files d'attente dans l'accès aux stations dans notre pays. Lors de la visite des terrains, la direction de la douane, qui travaille désormais 24 heures sur 24, a tenu à rassurer le ministre de son entière disponibilité et engagement à s'investir davantage aux côtés des autres acteurs pour venir à bout de cette crise des hydrocarbures. Oui, sur le sujet, le directeur général de la douane, l'inspecteur général Amadou Konaté, apporte des éclairages sur certains points. Écoutez-le au micro de Arjumatina. Le fait de s'attaquer aux actes d'approvisionnement, c'est une idée de nuisance
cette idée nuisible a été conseillée par des parrains qui sont dans leur destin de déstabilisation de notre pays au regard des nouvelles orientations prises et de la déstabilisation de la Confédération de l'AES. Et l'objectif visé, c'était au-delà de brûler les citernes, de terroriser ces actes d'approvisionnement, c'était de créer la pénurie, créer toutes ces lignes que vous voyez au niveau des stations-service pour s'aimer la révolte et finalement, comme je l'ai dit, pour déstabiliser notre pays. Les mois de septembre et d'octobre ont été des mois très durs pour notre pays et pour nos opérateurs économiques et puis pour les douanes maliennes. Voyez-vous, quand un pays perd en l'espace de 2 mois plus de 300 camions citernes, c'est un drame. Et je compatis à la douleur des opérateurs économiques qui ont perdu leurs moyens économiques. L'autre effet, c'est de s'attaquer aux racines de l'État, mais grâce à la résilience du peuple malien, grâce aux pertinentes instructions données par les plus hautes autorités, grâce à l'implication coordonnée de l'ensemble des directeurs centraux de tous les services, et enfin, grâce à l'accompagnement, au patriotisme, au partenariat des opérateurs économiques, ce mois de novembre, on note un léger mieux. Et ce mois de novembre a été pour nous un mois exceptionnel, que ce soit en termes de volume de produits pétroliers importés, que ce soit en termes du nombre d'escortes pour nos forces armées et de sécurité qui se battent tous les jours au risque de leur vie. Mais au-delà, il faut saluer toutes les mesures qui ont été prises au niveau du corridor douanier et conformément aux instructions des plus hautes autorités. Les douanes, comme les autres services de l'État, dans un mouvement d'ensemble et coordonné, ont su apporter, sous la conduite du gouvernement, des réponses appropriées à la crise. Et j'ai pu vous dire, et on l'espère, que cette crise sera bientôt derrière nous. Le volume qui est là aujourd'hui, le potentiel de volume qui est là aujourd'hui dépasse la consommation nationale. Le deuxième résultat est suite à des situations difficiles des mois de septembre et octobre. Par la grâce de Dieu, nous nous attendons à un niveau de recettes record. D'aucuns vont se demander, mais alors pourquoi un niveau de recettes record au moment où nous sommes dans la crise? Les éléments sont faciles, très faciles à expliquer. Le premier élément, c'est d'abord l'ouverture du bureau 24/24. Ça veut dire que tout ce qui arrive est évacué, est dédouané. À part les exonérations. Même les exonérations, ça sort. Le deuxième élément, 49,2 millions de litres qui ont été bloqués suite au terrorisme exercé sur nos corridors au mois d'octobre, par la grâce de Dieu, ont été liquidés en novembre. En novembre, on a enregistré 10 convois contre 8 en octobre, contre 2 en septembre. Et ce qui nous a donné un volume global de plus de 117 millions de litres, contre une moyenne en temps normal de 80 à 89 millions de litres. Voyez-vous? Bon, donc, et ce qu'il faut ajouter, troisième facteur, il faut saluer les opérateurs économiques qui savent qu'il y a des dispositions du Code des douanes qui les permettent de mettre les produits en entrepôt et d'attendre le bon moment pour les sortir
c'est la loi qui le dit. Ils ont accepté de mettre de côté cet avantage-là et de mettre toutes les citernes en droiture. Ce qui constitue, en tout cas, un gain en matière de recettes. L'UNICEF a procédé à la revue annuelle 2025 de ses activités à Ménaka. Cette session a permis de faire le bilan des réalisations de l'organisation dans tous les domaines, partager les difficultés et présenter les perspectives 2026. Reportage Chirfi Moulay Aïdara et Ibrahim Ag Amini. Réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base, assistance aux populations dans le domaine du wash et l'assainissement. Voilà entre autres activités réalisées par l'UNICEF au profit des populations de la région de Ménaka. Il s'agit à travers cette revue de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2025, relever les contre-performances et présenter le plan d'activité 2026. La revue annuelle de ce jour est une opportunité de faire une autocritique sur le progrès vers les résultats et pour nous voir, pour identifier les ajustements nécessaires pour l'année 2026. Cet exercice de redevabilité requiert notre totale implication, notre honnêteté et notre humilité. Oui, les enfants nous regardent, ils attendent beaucoup de nous. Cette revue doit permettre d'examiner les progrès réalisés, de définir les interventions prioritaires à haut impact et de jeter les bases des changements qui seront opérés lors du prochain programme 2027-2031. Après présentation, les acteurs de la protection ainsi que les autorités saluent les efforts accomplis tout en invitant l'organisation à intensifier ses actions pour toucher les populations ciblées dans leur ensemble au-delà des contraintes. Je vous invite à suivre attentivement les différentes explications qui seront faites au cours de cette revue pour que vous puissiez poser des questions de compréhension et faire des recommandations. Au terme de cette session qui a regroupé l'ensemble des acteurs de la société civile, des recommandations fortes seront formulées pour mieux atteindre les objectifs 2026 de la région. L'école de maintien de la paix Alioune Blondembe, en partenariat avec la coopération suisse, renforce les capacités des acteurs des régions de Mopti et Bandiagara sur la médiation communautaire. Le but de cette formation est d'enraciner le dialogue comme mécanisme permettant de faire face de manière conjointe aux défis et opportunités pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Reportage à Boubacar Sangari et Souleymane Tessougui. Les membres des équipes régionales d'appui à la réconciliation de Bandiagara et Mopti, les membres de la société civile et les forces de défense et de sécurité renforcent leurs capacités en médiation communautaire. Une formation justifiée par la complicité des conflits dont la gestion nécessite des acteurs qualifiés et des approches adaptées. C'est une session de renforcement des capacités qui vient outiller ces acteurs-là à prendre en compte les nouveaux facteurs, les nouvelles dynamiques de conflit qui émergent de plus en plus et même des nouveaux acteurs qui s'immiscent dans les dynamiques de conflit. Pendant 5 jours, les participants vont se familiariser avec plusieurs modules en lien avec la médiation communautaire. Il s'agit entre autres de l'attitude face au conflit, du processus de médiation communautaire, des techniques de négociation et la concrétisation d'un accord. Vos contributions attendues à l'issue de cet atelier seront essentielles pour la recherche de la paix dans notre région. Une paix sans laquelle aucune action de développement n'est aujourd'hui possible. Cette session de renforcement de capacité des acteurs régionaux sur la médiation communautaire est conduite par l'école de maintien de la paix Alioune Blondembe et financée par la coopération suisse. Et c'est pour le retour de la paix dans notre pays que la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'Imama, a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Sikasso. Compte rendu, Yorubala Diabati Daouda Kounati. Les organisations religieuses de la ville de Sikasso multiplient les prières et les bénédictions pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays. Après la MUPU,
C'est au tour de la Limama, Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique, de rassembler les fidèles pour le même rituel. En raison du contexte actuel de notre pays, l'imam El Hadji Boubacar Medina Sanoko a initié cette séance de lecture du Saint-Coran, convaincu que la bénédiction est l'arme du musulman, selon le prophète, paix salut sur lui. Nous avons bon espoir que les bénédictions formulées ici nous aideront à sortir de la crise. 1 heure durant, les différentes confessions religieuses ont procédé à la lecture du Saint-Coran, des invocations et des bénédictions pour le pays et les autorités de la transition. Le message à l'endroit des fidèles, c'est la cohésion, surtout l'entente entre nous d'abord, multiplier les prières, puisque l'arme véritable pour le musulman, c'est les prières. Et ces prières-là, nous devons toujours les continuer, souhaiter toujours une porte de sortie pour notre pays, afin que nous puissions nous retrouver et que les ennemis puissent s'affaiblir de jour en jour. Tour à tour, les intervenants ont invité les participants à l'union, à la cohésion et la crainte d'Allah, afin que notre pays puisse sortir de la crise qu'il traverse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, retrouvez Baraki Sawatara. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi. À demain 13h, Inch'Allah.